C'est un peu dommage parce que il y a une grande attente qui s'est levée durant cette législature qui est passée et une attente maintenant pour un gouvernement stable et qui agisse sur les problèmes majeurs. Et donc ce flottement et ces échauffourées ne sont pas bonnes pour l'image en tout cas et peut-être même pour la suite des relations au sein de la coalition. Nous sommes en ligne sur Radio Kalita avec Shraga Bloom. Shraga, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, Boker Tov chers auditeurs. Alors, on va essayer de parer au plus urgent et on va revenir un peu en arrière avec les résultats des élections. Comment vous expliquez cette tension actuelle entre Smotrich d'un côté, Binyamin Netanyahou de l'autre? Est-ce que Netanyahou ne s'est pas d'ores et déjà embourbé, on va dire, dans une sorte de marécage coalitionniste auquel il est habitué, hein? On a l'impression que c'est un remake de ce qui s'est passé dans le passé. À chaque fois, il a des difficultés avec le sionisme religieux et Netanyahou ne sait plus trop comment sortir d'une impasse. Comment vous expliquez cette situation actuelle? Bon, d'abord, il faut savoir que les suites électorales, donc après un scrutin, provoquent toujours des tensions parce qu'il y a des ambitions personnelles qui se heurtent aux intérêts immédiats de l'État, les intérêts supérieurs de l'État. Les tensions entre le Likoud et le sionisme religieux ne sont pas nouvelles. On ne sait pas en fait ce qui se passe en coulisses, mais ce qui est certain, c'est que l'image qui est donnée actuellement n'est pas très agréable à voir, puisque on croyait finalement pendant toute cette année que l'opposition était très soudée, et maintenant qu'elle arrive aux affaires de l'État, on constate une nouvelle fois des tensions qui se créent entre notamment Binyamin Netanyahou et Bezalel Smotrich, et donc ça donne un peu une image un petit bémol, si vous voulez, dans l'effervescence post-électorale qui avait lieu à droite après cette belle victoire. Donc, on espère que ça va se résoudre assez rapidement. Comment vous l'expliquez, Shraga? C'est-à-dire, comment on est arrivé à cela? Est-ce que cette course aux enchères, dans les portefeuilles, c'est pas aussi le résultat de ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années ou des 3 dernières années de crise politique, où on a vu des exigences de la part de petits partis qui grandissaient, d'un Bennett qui est devenu Premier ministre avec un parti qui n'a que 6 députés. Et là, Bezalel Smotrich se dit, moi j'ai 7 députés dans le moindre des cas, et 14 au total, je peux exiger au moins le portefeuille de la défense. Oui, mais il faut savoir une chose, c'est qu'on peut voir le problème à l'envers. C'est-à-dire que le Likoud a obtenu 32 députés sur 64 du bloc de droite, et je pense qu'il est normal que le Likoud possède des grands ministères, dont celui de la défense. Et moi, je suggérerais à Bezalel Smotrich d'être un peu plus modeste, en tout cas dans un premier temps. Il est jeune, il a tout un avenir devant lui, il est brillant. Et je crois que c'est une guerre inutile, superflue aujourd'hui qu'il livre au Likoud en exigeant à tout prix le ministère de la Défense, d'autant plus qu'il a refusé, je crois, d'après ce que j'ai lu hier, des propositions assez alléchantes que l'aurait fait le Likoud ou Binyamin Netanyahou, et en se focalisant maintenant sur le ministère de la Défense. Moi, je pense que c'est assez dommageable pour l'image, en tout cas, et aussi pour la suite des relations entre les partis dans cette législature qu'on espère longue et stable. Mais pourquoi Netanyahou est si hésitant? Pourquoi n'a-t-il pas tranché depuis le début, dit le ministère de la Défense, c'est pour le Likoud, le ministère de tel et tel ministère sont pour le Likoud, les autres, prenez-les, distribuez-les vous voulez, et puis nous formons le gouvernement le plus rapidement possible. Effectivement, certains demanderaient à Binyamin Netanyahou de taper du poing sur la table et de dire c'est comme ça, mais dans les bras de fer, c'est assez difficile. En tout cas, on ne sait pas ce qui se passe une nouvelle fois dans les coulisses. Peut-être qu'il y a des discussions très animées, très musclées, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a un certain flottement et que pour le moment, c'est Bezalel Smotrich qui tient la barre et qui exige et qui dit qu'il n'y aura pas de gouvernement, alors que le Premier ministre voudrait, d'ici mercredi en tout cas, former un gouvernement. Alors il a menacé, c'est vrai, ou pas lui directement, par des proches, de former un gouvernement même minoritaire si Bezalel Smotrich maintenait son exigence. J'espère que non. Mais en tout cas, c'est un peu dommage parce qu'il y a une grande attente qui s'est levée durant cette législature qui est passée et une attente maintenant pour un gouvernement stable et qui agisse sur les problèmes majeurs. Et donc ce flottement et ces échauffourées ne sont pas bonnes pour
pour l'image en tout cas, et peut-être même pour la suite des relations au sein de la coalition. Comment vous expliquez ce paradoxe qui est qu'on a l'impression ces derniers jours que Bezalel Smotrich est bien moins pragmatique que ne l'est Itamar Ben-Gvir, alors qu'Itamar Ben-Gvir est situé plus à droite sur l'échiquier politique. Comment vous expliquez ce paradoxe ? C'est vrai. Beaucoup de gens sont assez surpris par cette situation. On a l'impression que Itamar Ben-Gvir est modéré, est plus modéré que Bezalel Smotrich. Moi, je pense que c'est une question de caractère, peut-être aussi d'intelligence politique. Je sais pas. Pour le moment, Itamar Ben-Gvir, je dirais pas qu'il fait un sans faute, mais durant la campagne électorale et aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, ou en tout cas au niveau politicienne, il a agi de manière intelligente. J'ai l'impression que Bezalel Smotrich, il tire la corde un peu trop actuellement. Et à mon avis, c'est dommageable. Comme je l'ai dit, c'est se focaliser, exiger le ministère de la Défense. N'oublions pas que dans le Likoud, il y a plusieurs candidats pour être ministre de la Défense. Il y a Yoav Gallant, il y a aussi Avi Dichter qui a déjà fait savoir que s'il n'obtenait pas ce ministère, il démissionnerait du Likoud. Bon, c'est un peu normal. Les ambitions personnelles sont toujours à chaud après une victoire électorale. Il y a plus de candidats que de postes. Mais effectivement, moi, je suggérerais à Bezalel Smotrich, comme on dit, la redet minaetz, de descendre un peu de l'arbre et de se contenter de ministères tout aussi importants qui sont les transports ou la justice ou l'éducation, les finances. Ou l'éducation aussi peut-être, parce que l'éducation, bien sûr. C'est un gros ministère aussi. Revenons un peu en arrière, Shraga, puisqu'on ne vous a pas interrogé depuis la victoire électorale de la droite israélienne. Comment vous la percevez, cette victoire ? Comment vous l'expliquez ? Disons qu'il y a eu, depuis le début du gouvernement précédent, il y a eu une énorme frustration, parce qu'en fait, le gouvernement précédent était légal, mais pas légitime, dans le sens où, d'abord, il était fait de partis très différents, et ensuite, le Premier ministre de l'époque, Naftali Bennett, était devenu Premier ministre alors qu'il ne possédait que 6 mandats, et on avait une sorte de sentiment dans une grande partie de la population d'une élection volée, aussi de promesses non tenues, etc. Donc il y a eu une énorme attente pendant cette année-là, année et demie. Il y a aussi un sentiment que le caractère juif de l'État était en train de s'étioler, et donc il y a eu un mouvement de réaction, si vous voulez, à ces phénomènes-là, et qui a permis cette victoire qui était au-dessus des espérances, parce que si vous vous souvenez, durant la campagne électorale, Binyamin Netanyahou martelait qu'il fallait à tout prix arriver à 61 mandats, et finalement on arrive à 64, ce qui n'est pas beaucoup plus, mais qui est une victoire assez nette de la droite israélienne. Je pense qu'il y a eu durant cette année et demie, beaucoup de frustration, de colère, qui s'est traduit dans les élections, et notamment avec le taux de participation dans les fiefs de droite qui a été plus important que lors des élections précédentes, ce qui avait d'ailleurs coûté la place à Binyamin Netanyahou. Comment vous expliquez la défaite, ou en tout cas la déroute, on va dire, de la gauche israélienne ou du centre-gauche ? Comment vous expliquez finalement que Yair Lapid n'ait pas réussi à consolider un bloc véritable ? Est-ce que finalement ce qui était ce message de tout sauf Bibi, c'était peut-être pas un message suffisant ? Pas du tout, bien sûr. Au contraire, il a été contre-productif, et on l'a vu lors des dernières élections, et que le message comme ils disent en Israël, RLB, Raklo Bibi, tout sauf Bibi, ne fonctionne plus. On voit aussi que le procès Netanyahou montre évidemment que c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Donc beaucoup de gens qui n'ont pas voté la dernière fois pour Binyamin Netanyahou parce qu'ils étaient un peu gênés ont voté. Et la défaite de la gauche l'explique aussi parce que le message de la gauche actuelle est complètement déconnecté des préoccupations des gens et de la réalité régionale, internationale. En quoi ? Donc, pardon ? En quoi il est déconnecté ? Parce que la gauche israélienne, elle diffuse des messages parfois post-sionistes, post-juifs, et qui ne correspondent pas au pouls de la population. Et je crois que la population, elle a voté aujourd'hui avec le ventre aussi, avec la tête et avec le ventre, pour montrer que la direction que prenait le pays, avec des partis comme Meretz ou même le Parti travailliste, était une mauvaise direction. Et je pense que le retour aussi de Zehava Galon n'a pas servi Meretz, parce qu'elle avait annoncé qu'elle prenait sa retraite, et puis tout d'un coup, en disant que les personnes d'un certain âge doivent arrêter, et puis finalement elle revient. Je crois qu'elle a totalement raté son coup, et je crois que la gauche israélienne doit faire
son mea culpa et son aggiornamento, comme on dit, c'est-à-dire repenser totalement son idéologie, pour autant qu'idéologie il avait. Il ne faut pas oublier non plus que les électeurs de gauche étaient assez déçus aussi de l'attitude des partis pendant cette dernière législature, où ils disaient que pour eux, c'était un gouvernement de droite et que leur parti avait totalement abandonné leur position traditionnelle. Donc, et pour les gens de droite, c'était pas bien, et pour les gens de gauche, c'était pas bien non plus. Et puis évidemment, on aboutit à ces résultats où Meretz n'est plus à la Knesset et où le parti Avoda a aujourd'hui, je crois, 4 ou 5 députés, quoi. Quand on pense que c'est le parti qui a créé l'État d'Israël. Est-ce que vous pouvez envisager dans une constellation quelconque un retour de ce centre-gauche au pouvoir d'une manière ou d'une autre? C'est possible, mais pour ça, il faudrait une personnalité qui serait fédératrice. Pour le moment, la différence énorme qu'il y a entre la droite et la gauche, c'est que Benjamin Netanyahou est un leader, je dirais pas incontesté, mais charismatique au sein de la droite, qui arrive à fédérer les partis de droite, qui a réussi à maintenir le bloc de droite contre vents et marées, alors qu'à gauche, au centre-gauche, il n'y a personne. Yair Lapid n'a pas réussi, il n'a pas le charisme nécessaire, il n'a pas réussi à fédérer autour de lui les partis d'opposition, enfin l'opposition actuelle, à l'époque du gouvernement. Et donc, peut-être un jour se lèvera un leader, je ne dirais pas peut-être de gauche, parce que aujourd'hui l'opposition à la droite, elle n'est plus à gauche, elle est au centre ou au centre-gauche. Donc il faudrait une personnalité vraiment charismatique, un leader. Et ce n'est pas Yair Lapid. Et qui proposerait aussi une plateforme électorale qui soit crédible. Et ce n'est pas Yair Lapid. Apparemment non. Alors, et puis il a joué un peu cavalier seul aussi. C'est ce qu'on lui reproche aussi. C'est ce que Merav Michaeli et Zehava Galon reprochent à Yair Lapid, c'est de s'être préoccupé plutôt de son parti que du bloc de centre-gauche. Eh bien, Shraga Blum, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour commenter cette actualité, à la fois les difficultés de formation du gouvernement et donc ces résultats de ces élections législatives du 1er novembre. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée. Et ce qu'on espère, c'est un gouvernement stable, stable et qui agisse sur les problèmes qui préoccupent la population. Voilà. Merci beaucoup encore une fois, Shraga. À bientôt. Merci, Shalom, au revoir. shalom.